Bien, après avoir vu le principe de l'ARMN qui repose sur le fait que le spin du noyau est un petit aimant qu'on peut orienter ou désorienter avec un champ magnétique externe qui est celui de l'aimant. Donc, les spins d'un atome, s'ils ne sont pas nuls, vont se comporter comme des petits aimants. Par exemple, pour l'hydrogène, il a un plus 1,5, c'est parallèle au champ, moins 1,5, antiparallèle au champ externe. Alors, on va parler un petit peu de l'appareillage. Vous voyez, sur cette image-là, celle-là, vous voyez un IRM, une schématisation d'un IRM. C'est bien une schématisation, celle qu'on a vue auparavant. Vous voyez un patient qui est allongé sur son dos. Il va être introduit dans la région magnétisée pour exciter les spins. Regardez, c'est l'énergie qui se situe dans le domaine de radiofréquence pour exciter les spins de l'état alpha à l'état bêta d'une région bien précise, soit cérébrale, soit abdominale, soit le genou, soit le pied, ça dépend de ce qu'on va étudier. C'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. L'énergie, c'est une énergie magnétique, bien sûr, qui se situe, une énergie trop faible, aucun impact sur le patient. Il ne va pas faire mal au patient. Ce n'est pas une énergie nucléaire, c'est une énergie très faible qui se situe dans les longueurs d'onde d'environ 1 km, dans le domaine des radiofréquences, comme la radio que vous avez à la maison, ou la télé, et ainsi de suite. C'est une énergie trop faible, donc on va exciter, d'accord? Alors, on va exciter, le spin revient vers l'état fondamental, il va le faire passer de l'état alpha vers l'état bêta, il revient vers l'état alpha, et donc il va émettre une réponse qui va être détectée par un détecteur qui va l'analyser pour donner une image, d'accord? Une image IRM, une analyse IRM qui va être analysée par un spécialiste qui est un médecin spécialisé bien sûr. Le même principe, regardez ici, schématiser un appareil de RMN, c'est NMR en anglais, bien sûr. La même chose, on va introduire notre échantillon là-dedans. Il va être analysé pour donner des réponses sous forme sinusoidale comme ça. C'est ce qu'on appelle des transformés de Fourier. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer trop de détails. Tous les spectromètres maintenant sont des spectromètres à transformés de Fourier. Vous avez ici une transformation faite au niveau du logiciel de la RMN pour nous donner un spectre. Voilà ici le spectre de RMN. On va revenir en détail. Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez ici. Cette image, nous l'avons vue plusieurs fois. Un chercheur qui va placer son échantillon, il est là. Il est pris dans sa main, il va l'injecter là-dedans. D'accord? C'est un élément très très fort, s'il vous plaît. Alors, comment on prépare un échantillon en RMN? Chose que vous aurez, j'espère bien, l'occasion de faire lors de vos études, soit au niveau du master ou doctorat, surtout au niveau doctoral. Et ou dans vos travaux de recherche par la suite, ou demain, si vous aurez à assurer la gestion d'un appareil de résonance magnétique nucléaire ou d'IRM. En RMN, regardez, on n'a pas besoin, pour le proton, on n'a pas besoin de beaucoup de produits. C'est quelques milligrammes. C'est de 10 à 50 milligrammes qu'il faut. Alors, on prend ces quelques milligrammes, une trentaine de milligrammes, on va la placer dans un tube en verre, d'accord, ça c'est le tube, regardez, la hauteur c'est 18 cm, le diamètre externe c'est vers 5, le diamètre interne vers 4, c'est un petit stylo, l'équivalent d'un petit stylo, d'accord. Il faut mettre un solvant, d'accord, et on va le plonger de façon à ce qu'il tourne, il va tourner dans l'aimant, d'accord, c'est ce que vous voyez ici, il va le mettre dans cet aimant, il y a un compresseur qui va assurer la rotation, d'accord. Le tube va tourner à l'intérieur de l'aimant, le tube qui est là, celui-là, c'est celui que vous avez ici, va tourner pour homogénéiser le champ magnétique autour de cette solution, d'accord. Donc placé dans une bobine en verre et il est mis en rotation au centre d'une bobine magnétique afin d'homogénéiser. La rotation sert à homogénéiser le champ dans l'échantillon. Donc il n'y a pas une zone plus atteinte que l'autre. Donc champ très stable, rappelez-vous bien de l'hélium et de l'azote, rotation très forte, tout ça pour avoir une homogénéisation. Secondement,
Il faut que la solution soit homogène. Il faut qu'il n'y ait ni cristaux, ni phase 1, phase 2, donc une solution parfaitement homogène aussi. D'accord? Alors voilà les solvants qu'on utilise. Nous sommes en train d'étudier l'ARMN de l'hydrogène, l'ARMN du proton. Donc le solvant choisi, le solvant, doit être dépourvu d'atomes d'hydrogène. Il ne faut pas que votre solvant soit, par exemple, ici, regardez, on met comme solvant D2O et non pas H2O. Si vous mettez H2O, les hydrogènes du solvant, parce que le solvant c'est une grande quantité, et le produit c'est quelques milligrammes, donc les hydrogènes de l'eau vont masquer, vont cacher la réponse de votre échantillon. Donc tous les solvants en RMN de l'hydrogène, en RMN du proton, tous les solvants doivent être dépourvus. Il ne devrait pas y avoir aucun atome d'hydrogène dans la molécule de solvant. Regardez ici, dans le chloroforme, normalement le chloroforme c'est CH, Cl3. Nous avons remplacé l'hydrogène par le deutérium, c'est ce qu'on appelle le chloroforme deutérié, deutérium. Le tétrachlorure de carbone Cl, Cl4, pas d'hydrogène. La propanone, ce n'est pas la propanone, c'est l'acétone, mais c'est l'acétone T6, c'est CH3, CO, CH3. Le méthanol, ce n'est pas CH3OH, non, c'est CD3OD, pas d'hydrogène comme solvant, et ainsi de suite. Donc tous les solvants devraient être des solvants sans atome d'hydrogène, et pour cela, on va remplacer l'atome d'hydrogène par du deutérium. Comme ça, on évite tout problème le problème de masquer la réponse des hydrogènes de notre échantillon. D'accord? Donc le solvant, ça c'est un produit industriel, ça aussi c'est industriel, tout ça c'est des produits qu'on synthétise dans des laboratoires et qu'on met à la disposition des utilisateurs de RMN. Alors maintenant, passons, voilà. Que donne la RMN? Il donne une image comme celle-là. Il donne cette image. C'est ce qu'on appelle un spectre de protons de cet alcool qui est là. Cette image-là, c'est le spectre de cette molécule. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais l'allure d'un spectre de RMN du proton est bien celui-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 9 hydrogènes. C'est quoi les 9 hydrogènes? Combien de familles d'hydrogènes dans cette molécule? Il y a 3 familles d'hydrogène. Il y a H, qui est différent de CH2, et là nous avons 9 atomes d'hydrogène équivalents. C'est la même famille. C'est le tertiobutyl, celui-là. Donc il y a une famille de 9, il y a une famille de 2, il y a une famille d'hydrogène, de 1. N'oubliez pas qu'on est en train d'étudier la réponse, la RMN du proton. Donc nous n'aurons que la réponse des hydrogènes. Nous n'aurons ni la réponse de l'oxygène, ni la réponse du carbone, ni la réponse de ce carbone, ni la réponse de ces carbones-là. Parce que nous sommes dans la fréquence d'excitation, on applique un champ magnétique pour exciter les spins du proton. Les 9 qui sont là, les 2 qui sont là, et le 1 qui est là. Alors regardez le spectre maintenant. Regardez cette technique, qu'est-ce qu'il peut nous... Sachant qu'au départ, on ne vous donne pas la structure, on vous donne la formule brute. On vous dit, un produit de formule brute temps donne ce spectre. Quelle est la structure? Alors la RMN nous renseigne sur quoi? Sur le fait qu'il y a 3 familles. Voilà une réponse, voilà une deuxième réponse, voilà une deuxième réponse. Voilà un signal sous forme d'un pic, un signal sous forme d'un pic, un signal sous forme d'un pic. Et voilà un autre signal. Celui-là, c'est celui de la référence. C'est le TMS. Je reviendrai tout à l'heure sur cette référence. Alors, les pics ou les réponses de ce produit-là, c'est celui-là. Il y avait un 9. Ça, c'est la famille 9. C'est l'intégration, c'est ce qu'il y a, le nombre d'hydrogène de cette famille. Là, c'est les 2 qui sont là, de CH2. Et là, c'est celui de H. Donc, regardez, celui-là, il est vers 1, on va voir qu'est-ce que c'est que cette échelle. On va la voir par la suite. Donc, ça, c'est un spectre obtenu suite
à l'analyse de quelques milligrammes ou quelques millilitres de ce produit-là sur un spectre de résonance magnétique nucléaire. Plusieurs indications sont dans ce spectre, on va y arriver petit à petit. Alors, on va parler maintenant du déplacement chimique. Qu'est-ce que c'est que le déplacement chimique? Eh bien, c'est ce que vous avez dans le spectre précédent. Le déplacement, c'est la position de ce signal. Le voilà, il est à 1,5 par exemple. Celui-là, il est à 3,8. C'est quoi 1,5? Les hydrogènes, les 9 hydrogènes équivalents ici, regardez, 3 fois 3, ça fait 3, c'est les hydrogènes. 9 hydrogènes équivalents vont donner une réponse à 1,45 ppm. C'est le déplacement chimique, c'est la position de ce signal. Les deux hydrogènes de CH2 vont apparaître à 3,8 pratiquement. Ils sont là. D'accord? C'est 3,8. Ils sont à delta 3,8. Delta, c'est le déplacement chimique. Il varie de droite à gauche. Il augmente dans ce sens. 0, c'est une référence. 1, 2, 4, 6, 7 et 8. Le signal, la réponse de cet hydrogène, il est là sous forme d'un signal à un seul pic. Le voilà. 4,3 par exemple. Alors, donc, la position du signal représente ce qu'on appelle en RMN le déplacement chimique. On l'appelle delta, ça peut être un alpha ou un bêta, on l'appelle un delta. C'est ce que vous avez ici. Alors, la question posée ici, pourquoi il y a le spectre de ce produit-là et sous cette forme? Bon, tout d'abord, il faut que vous sachiez que cette année, vous n'allez faire que l'ARMN 1D, c'est-à-dire l'ARMN monodimensionnel. Il n'y a que l'axe des abscisses. Cette hauteur-là du pic n'a aucun sens. N'a aucun sens, il dépend de la concentration, tout simplement. C'est pas parce qu'ils sont 9, c'est pas parce qu'ils sont 2, non. Cette hauteur-là, celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ne dépend que de la concentration du produit. D'accord? Alors, c'est une RMN donc monodimensionnelle. Ok? C'est une RMN monodimensionnelle. Le déplacement chimique, il est là. Ça, c'est la référence, je répète encore une fois. Ça, c'est la position de ce signal, delta égale à temps, delta égale à temps, delta égale à temps. Regardez ici, pour cet ester, cette molécule soumise à un champ magnétique externe, donc je mets quelques millilitres de cet ester, c'est l'acétate d'éthyle, je mets le solvant, donc je prends quelques millilitres, je rajoute 1 millilitre ou 2 millilitres de solvant, et je place l'échantillon dans l'aimant, rappelez-vous bien, le monsieur qui essaie de mettre l'échantillon dans l'aimant, je le laisse pendant 5 minutes, ça dépend de la concentration, vous avez deux réponses. Ici, il y a combien de familles d'hydrogène? Il y a 2 CH3, mais ils ne sont pas identiques. Les deux CH3 ne sont pas identiques, ils sont différents. Les hydrogènes bleus, les hydrogènes rouges, c'est toujours des méthyles, mais attention, l'hydrogène bleu est lié au carbone. L'hydrogène rouge est lié au carbone sp3 lui aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais ce carbone est lié à l'oxygène. Ce carbone est lié à un carbone sp2. D'accord? Donc, premier ordre, carbone, c'est la même chose. Deuxième ordre, l'oxygène est différent de C. D'accord? Donc, nous avons deux familles d'hydrogène différentes. Chacune, c'est 3, mais leur position est différente. Les bleus, regardez, les rouges apparaissent vers 2. On va voir ce que ça veut dire ppm. Delta égale à 2 pour les rouges et delta égale 3,6 pour les bleus. Pourquoi ils sont différents? Pourquoi? Regardez la grande. Pourquoi on a deux signaux? Parce qu'il y a deux familles. Et deux familles différentes. Et les positions sont différentes. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement l'environnement ici, le carbone est lié à l'oxygène, et alors que ce carbone sp2 est lié à ces carbones. Donc, ces CH3, ces hydrogènes sont plus proches de l'oxygène, d'accord? Ces hydrogènes sont plus proches de ce carbone sp2. L'oxygène sp3 est plus électronégatif. Regardez, l'oxygène sp3
est plus électronégatif que le carbone sp2. Si l'oxygène est plus électronégatif, il y a un effet inductif attracteur. Donc ce carbone-là est pauvre en charge. Donc ces hydrogènes sont pauvres en charge. Ils sont un petit peu acides, si le terme est correct. Ces hydrogènes-là sont liés à carbone sp3 et liés à carbone sp2. Mais l'effet inductif de ce carbone sp2, l'effet inductif de ce carbone sp2, l'effet inductif attracteur, l'effet inductif attracteur de ce carbone sp2 est plus faible que l'oxygène sp3. Donc ces hydrogènes-là, ils n'ont pas perdu beaucoup de charge négative. Les hydrogènes bleus sont un tout petit peu plus acides, si le terme peut être utilisé. Ces hydrogènes-là sont un petit peu plus acides, donc ils apparaissent vers une valeur de delta, une position plus élevée, 3,6. Ces hydrogènes moins acides, parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup de charge négative, je répète, ils n'ont pas perdu beaucoup de charge négative. Ils apparaissent vers 2. Donc, ces positions-là, de quoi dépendent? Ils dépendent de l'environnement de chaque famille d'hydrogène. Il est lié à un carbone, il est lié à l'oxygène, il est là. Il est lié à un carbone, oui, c'est kiff-kiff, c'est la même chose que le premier, mais il est lié à un carbone sp2, il est là. Donc l'environnement, pourquoi ils sont différents, les deux familles? Eh bien parce que leur environnement n'est pas le même, d'accord? Bien, pareil ici, regardez s'il vous plaît. C'est une molécule un peu complexe, je ne vais pas analyser le spectre, mais je veux insister sur deux choses. Regardez l'hydrogène qui est là, le B, regardez l'hydrogène qui est là, le A. Alors, ils sont liés à un carbone sp2, le même carbone sp2. Alors, d'après ce qu'on vous a dit en isomérie géométrique, dans cette molécule, il n'y a pas d'isomérie géométrique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux hydrogènes identiques. Et voilà. La RMN vous dit non. Ces deux hydrogènes A et B ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le spectre. Regardez l'hydrogène B. Il est là, c'est deux réponses. On va voir pourquoi il donne les deux réponses. Regardez. Ça, c'est le B. Le A, il est là. C'est le bleu. Là. Là, il est là, le bleu. Donc, les deux hydrogènes A et B donnent deux réponses différentes, deux positions différentes. Les rouges sont là et les bleus sont là. S'ils étaient les mêmes, ils vont donner une seule position, soit la rouge, soit la bleue. Mais là, la RMN vous dit non, le A est différent de B. Alors la réponse est simple. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que A est du côté d'un hydrogène, alors que B est du côté d'un CH2, d'un carbone portant CH2. Donc, regardez ici, à côté de H, à côté de CH2. Les deux hydrogènes, d'accord, ils ont leurs voisins différents. Si c'était HH, oui, si c'était un H ici, et à la place de CH2, on va mettre un H, eh bien, tous les hydrogènes seront équivalents. Donc, c'est une technique très puissante, arriver au point de dire deux hydrogènes liés au même carbone sont différents parce que leur voisinage est différent. C'est quand même pas donné à n'importe quelle technique. Bien, je ne vais pas insister sur le reste. Regardez CH2 qui est là, il est là, une seule famille. Le CH2 qui est là, il est là. Je vais revenir, on va revenir tout ça, vous allez le comprendre bientôt. Et CH3, il est là. Pourquoi il est sous forme de 3 pics, on va y revenir. Bien, alors comme j'ai dit, cette année nous allons nous réserver à l'étude de la RMN monodimensionnelle, un seul axe. Ça c'est le spectre de ce produit-là, le voilà. C'est la résonance magnétique nucléaire monodimensionnelle, que l'axe des X, c'est le déplacement chimique. Il faut savoir que l'année prochaine, pour les gens qui vont étudier, continuer leurs études, j'espère bien en master, vous allez voir la RMN 2D, d'accord, la RMN bidimensionnelle, et bien sûr il y a encore mieux, c'est la RMN 3 dimensions, c'est quelque chose de très poussé qu'on peut analyser en RMN et pour avoir plus d'informations sur nos structures. Bien, la question donc reste posée, pourquoi on obtient autant de signaux que